pour la première fois, comme vous le voyez sur le slide qui est devant vous, nous avons parlé de beaucoup d'indicateurs qui permettent effectivement à l'entreprise de savoir est-ce qu'elle est en bonne santé ou en mauvaise santé. Tous les indicateurs que nous avons vus sur la capacité de production, sur le produit, sur la finance, sur les ressources humaines, sur la gestion de l'entreprise en matière d'import-export, sur l'innovation, etc. Ce sont des indicateurs d'importance incréciable qui permettent de dire, en fin de compte, est-ce que l'entreprise a tant de force que de faiblesse. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que vous allez prendre la décision et de dire si l'entreprise a tant de force que de faiblesse, vous allez dire que notre entreprise est capable d'exporter, est capable de réussir. Mais maintenant, donc après avoir vos données, les indicateurs, et on a d'autres indicateurs, la liste est loin d'être exhaustive, chers participants, participantes de notre cher continent d'Afrique. Donc, les indicateurs, la liste des indicateurs est loin d'être exhaustive. Les intermédiaires en commerce international. Généralement, on se pose la question. Si on effectue une opération d'import-export, de commerce international en général, est-ce que c'est nous-mêmes qui nous chargeons de cette opération? Est-ce qu'on demande à un intermédiaire? Fedwa, bonsoir Fedwa. Samuel, bonsoir Khoya, il est en vidéo, c'est bon. Donc, je vous disais, on se posait la question, est-ce que dans une opération de commerce international, est-ce que je vais effectuer l'opération moi-même ou bien je vais charger quelqu'un? Justement, le rôle de ce cours, c'est de voir ces intermédiaires. Qui sont-ils? Que font-ils? Quels sont leurs métiers? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes les choses ou bien est-ce qu'il y a un contrat avec eux? On va voir qu'il y a un contrat avec le fournisseur, avec les intermédiaires. Avec chaque intermédiaire, il y a un contrat, il y a des étapes dans le commerce international. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'usine de départ, il y a un camion entre l'usine de départ et le port. J'ai exprès retracé le schéma du port. Pourquoi? Pour la simple raison que 80% du commerce mondial se fait par le port. Mais cependant, nous allons voir que c'est très important le commerce terrestre. Ce sont les impôts. Maintenant, vous voulez exporter, vous ne payez pas d'impôts. Mais une fois arrivé sur le territoire de destination, vous allez payer l'impôt. Pourquoi? Ben, tout simplement, l'État encourage l'exportation pour le rapatriement des devises. C'est bon? Si vous payez les impôts à la sortie et vous payez les impôts à l'entrée de l'autre pays, ça veut dire que vous serez doublement taxé. Donc, on évite de vous faire payer la taxe à l'exportation. Et à l'entrée de votre pays, vous devez payer les taxes. Donc, ça, c'est dans le cadre d'accord général dans l'OMC. Sinon, il n'y aura pas de commerce international. Comme ça, s'il est responsable d'un problème, c'est ça, son assurance qui va rembourser. Donc, les prestataires logistiques sont de deux genres. Ou bien un mandataire, c'est quelqu'un qui exécute. Peut-être il travaille chez vous à l'extérieur, ils exécutent vos ordres. Ou bien c'est un commissionnaire et c'est lui qui va se charger de toutes ces ordres. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Chilawi. La deuxième partie vient de débuter. Bonsoir, prof. Bonsoir, docteur Schaffer. On espère que vous allez bien. Je vais bien, mon cher Jérôme. Et nos amis de Comores. Bonsoir, cher. À merveille. Bonsoir. Il faudra qu'on visite les îles de Comores, Jérôme. Ah oui, oui, ça va devenir une obligation. Vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Merci, merci. Bonsoir, Fedwa. Bonsoir, Rido. Monsieur le Tchadien. Un bon plaisir de vous revoir. Bonsoir.
Bonsoir, frère. Ça me fait plaisir encore. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué, vraiment. Également. Pour moi, le carton 70 par rapport à 100, c'est 70 sur 100. Ça veut dire le 70e carton parmi les 100 cartons. C'est écrit qu'il y a des écouteurs. 40 écouteurs. Ils vont ouvrir le carton. S'ils trouvent les 40 écouteurs, ils vont se dire, c'est pas la peine d'ouvrir tous les cartons. On va économiser l'effort. Monsieur Chlaoui a vraiment déclaré ce qui est dans la marchandise, d'où l'importance de la liste de polisage. Mais nom préférentiel, ça signifie quoi? C'est que procéder au marquage à l'origine sur le produit. Made in. Par exemple, Made in Sénégal, Made in Taïwan, Made in Morocco, Made in Gabon, ainsi de suite. Maintenant, on a parlé de cette partie, on va passer à la suite. L'origine préférentielle. Tierno Omar, Guilavogui, très bien. Basset, Tiermo, Shaher, Ya, Michel, très bien. Bawa, Gnakori, Abou Basset, Ido, Tiermo, Omar, l'éolien, Sekou Diarra. Très bien, très bien. Ça me fait plaisir, votre partage. Ça m'encourage encore plus à travailler. Hassan Dour, très bien. Raoul. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, vous participez plus qu'hier. J'ai beaucoup d'émotions. J'aimerais tellement continuer encore plus. Raoul, très bien. 2C, 3A. Ok, Ido C, Jean-Baptiste 3C, très bien. Ya, Maya, entre Méditerranée et Union européenne. Et elle permet de faire circuler la marchandise à l'Union européenne. C'est bon? Donc, leur 1, ça signifie un seul origine. Hermène, c'est-à-dire un cumul d'origine. Ah, monsieur Ido, vous posez toujours les belles questions. Écoutez, s'il vous plaît, sa question. Je suis obligé de les lire parce que ça rentre dans le cours. Lorsqu'un produit est fabriqué à partir d'éléments venant d'autres pays, comment peut-on classer son origine? Très bien. Je réitère mes remerciements, monsieur Ido. Écoutez tous, s'il vous plaît. L'origine, elle se base selon les accords. Par exemple, entre le Canada et l'Union européenne. Un produit est dit canadien lorsque sa valeur ajoutée dépasse les 50%. Pardon, à la limite de 50%. Je m'excuse, c'est pas dépasse, à la limite de 50%. Ça veut dire qu'ils peuvent importer de la marchandise et ajouter de la valeur ajoutée, une transformation qui ne dépasse pas 50%, on va l'en considérer comme canadienne. Maintenant, le Maroc avec l'Union européenne, c'est 40%. Ça veut dire si les Marocains fabriquent des voitures. Au départ, c'était juste un assemblage. Puis, petit à petit, ils ont laissé des entreprises venir s'implanter au Maroc. Il y a des Coréens, des Sud-Coréens qui ont fabriqué des jantes d'aluminium. Les autres, ils ont fabriqué des guidons, les autres des chaises, les autres des moteurs, les autres des freins, plaques de frein, ainsi de suite. Ils ont rassemblé ça, ils ont trouvé que la valeur ajoutée dans les voitures est de 60%. Ça, c'est le code d'Angers 336. Là, c'est le code matière de l'ONU. Donc, chaque matière, elle a son degré de dangerosité. Et tout ça, ça doit être bien analysé. C'est le transporteur qui doit maîtriser ça. Mais vous, en tant qu'exportateur, vous devez le savoir afin de ne pas retourner la marchandise. Il y a des plaques de symbole danger. Vous voyez, les plaques,
je vais vous envoyer une vidéo qui explique les codes et les plaques. C'est bon? Donc, on a encore 8 minutes, je continue. Et vous voyez, regarde, le code danger, la plaque du code danger, on l'a mis au devant du camion et au derrière du camion. Mais la plaque de symbole, on l'a mis au derrière du camion et on l'a mis de côté. Vous voyez, même l'emplacement du symbole, même l'emplacement, c'est très important. Et en cas où vous avez plusieurs produits, si vous avez plusieurs produits, c'est le cas par exemple ici d'un camion, il y a des plaques, première plaque, deuxième plaque, troisième plaque. Ça signifie quoi? Ça veut dire que ce que je vais faire dans une minute, est-ce qu'on a un questionnaire? Non. Donc, je dois continuer. Il y a un document très important, le document de transport. La partie, on va la continuer après. Il y a une question, je vais être obligé de répondre. Vous avez que 3 situations les plus fréquentes, les plus utilisées à l'échelle internationale. Sur les marchés étrangers, bien évidemment. Vous avez l'élaboration des prix sur la base du prix du marché, c'est-à-dire vous allez fixer votre prix en partant du prix du marché, c'est la base du prix du marché. La deuxième situation que je vais vous expliquer, c'est-à-dire vous allez fixer le prix ou élaborer votre prix à partir du coût de revient. Et c'est tout à fait objectif et crédible. Et vous avez aussi fixé le prix à partir en fonction de la politique commerciale de l'entreprise, c'est-à-dire en fonction des objectifs commerciaux de l'entreprise. Alors, je commence par la première situation. Eh bien, la première situation, c'est l'élaboration des prix sur la base des prix de marché. C'est-à-dire, ça, c'est une situation dans un marché de concurrence, dans un marché très concurrentiel. Si vous êtes dans un marché, si vous exportez en tant qu'entreprise africaine, parce que je me réfère à l'Afrique, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique. Alors, si vous exportez sur un marché très concurrentiel, vous savez que les consommateurs perçoivent peu de différence entre les produits commercialisés. C'est-à-dire, c'est la production de masse. Ou les produits. Et donc, on a essayé de regrouper les deux spécialités parce qu'on ne peut pas les séparer. Le responsable export-import, il doit connaître la logistique internationale. Elle est fondamentale. Donc, c'est pour cette raison, avec M. Chilaoui, nous allons essayer de réunir ces deux spécialités, auxquelles, bien sûr, il y aura l'intervention de M. Jérôme en ce qui concerne l'approvisionnement, en ce qui concerne la gestion des stocks, etc. Donc, il a son mot à dire à ce niveau-là pour la question d'approvisionnement et pour la question d'expédition, etc., la préparation des expéditions, tout ça. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails puisque vous aurez tout un cours sur les incoterms. Et ce sont des règles et des normes internationales qui sont, comme vous le savez, sont publiées par la première, élaborées et publiées par le premier en 1936 par la CCI, la Chambre de commerce international. On reviendrait en détail, notamment avec mon cher frère et mon cher collègue, le professeur et l'animateur, notre cher animateur, Sichilaoui Sihoussi. Alors, vous avez le prix du marché supérieur au coût de revient complet. Si le prix du marché est supérieur au coût de revient, je suppose que dans ce marché concurrentiel, le prix du marché est supérieur au coût de revient complet de l'entreprise. Ah, c'est bien, maintenant c'est bien. C'est-à-dire que l'entreprise a une petite marge. Il a une marge, soit d'augmenter un peu le prix, soit d'aligner aligner le prix sur le marché. Dans ce cas, la situation est acceptable. Pourquoi dans cette situation acceptable? Parce que le coût de revient, qui est logiquement et objectivement la référence pour déterminer le prix de l'entreprise,
peut adapter une stratégie intermédiaire entre l'adaptation et la standardisation pour respecter les désirs locaux et rester toujours homogène au niveau international. Donc, je répète la question. Est-ce qu'on peut adapter une stratégie intermédiaire? Elle cherche la stratégie intermédiaire entre deux choses, l'adaptation et la standardisation. Voilà. Merci, Safa, pour cette question intéressante. Quand vous parlez de la standardisation, vous essayez d'homogénéiser votre produit. Quand vous homogénéisez le produit, vous standardisez, c'est-à-dire quand vous raisonnez dans un cadre d'un marché concurrentiel,